pas grave, man. On fait juste commencer, nous autres, là. Ouais. Ouais, c'est vrai, mais toi, ça va bien en ce moment, là. J'ai l'impression que... Oui. Moi, je t'ai croisé cet été au gala, puis... Ouais. C'était-tu cool, ça, à faire? Comme, Oui, c'est bien correct. Tu sais, c'est un contrat, c'est beaucoup de pression, je dirais. Tu sais, Ouais. c'est comme si tu composes avec plein de monde. Tu sais, c'est ça, ce job-là. C'est dealer, c'est faire le pont entre la prod, les humoristes, le public. Tu sais, c'est comme s'il faut que tu sois très conciliant, très à l'écoute des autres, puis que tu acceptes de disparaître aussi un petit peu. Tu sais. C'est pas un job qui sert qui sert beaucoup ton ego. Tu sais. C'est un job qui sert à te mettre au service d'un espèce de grand organisme. Tu sais, puis, mais moi, ça me va très bien. Tu sais. Fait que c'est ça, mais c'est pas non plus une job qui est très nourrissante artistiquement. Tu sais. C'est pas ça l'affaire, là, tu sais, on est d'accord. Là, tu sais. C'est de la TV, là. C'est Ben, plus de la TV que de la création artistique. Puis oui, vraiment. Ton titre, c'était metteur en scène des galas, dans le fond? C'est ça. Mais tu sais, c'est pas vraiment de la mise en scène, c'est plus une sorte d'accompagnement au niveau des humoristes, mais de tous les départements, les décors, l'éclairage, de tout ça. Puis là, ben, tu sais, t'es là, puis tu supervises un petit peu toute l'affaire, mais tu sais, la création, c'est tout le monde qui a fait à part toi. Tu sais. Mm-hmm. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, c'est l'humoriste qui crée son contenu. C'est la scénographe qui crée le décor. C'est le concepteur d'éclairage qui crée l'environnement visuel à beaucoup d'égards. Mais là, tout est juste là un petit peu pour donner des petits coups de barre une fois de temps en temps, du gros paquebot. Et là, ça bouge un peu comme ça, puis un petit peu comme ça, puis c'est tout. Okay. Puis avec les animateurs, ben là, c'est sûr que j'ai un petit peu plus mon mot à dire. Puis des fois, je vais manifester de l'intérêt pour un angle ou un autre, mais tu sais. C'était quoi ta commande à la base? Mettons, c'est quoi? C'est Joe Racine? C'est le boss de la TV là-bas qui t'a... Exact. Moi, j'avais fait Jay l'an dernier. OK, ouais. Juste le gala de Jay. Puis là, cette année, il voulait qu'une seule personne fasse toutes les mises en scène. OK. Fait que... c'est un beau coup de fil, par exemple, à recevoir? Hein? C'est un beau coup de fil à recevoir, par exemple? Là? Ben, oui puis non, tu sais... oui, c'est un beau coup de fil à recevoir. En même temps, tu vois, sur le coup, j'ai dit non. Tu sais, sur le coup, j'étais pas sûr. Ouais, tu sais, je suis pas sûr que je veux faire ça, puis tout ça. Puis, tu sais, lui, il est revenu un petit peu à la charge, puis on s'est parlé, puis, tu sais, c'est tricky, tout ça. Tu comprends-tu? Tu sais, à un moment donné, là, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le fais? Tu sais, toute la question spirituelle là, tu sais, qui anime ta vie professionnelle, là, tu sais, elle compte, là, tu sais, puis, tu sais, moi, je suis plus une jeunesse, là, tu sais, il faut que je me la pose en crise, la question, là, tu sais, pourquoi je fais les affaires, tu sais, puis des fois, c'est très clair, des fois, ça l'est moins, puis des fois, tu te dis, mais est-ce que je vais vraiment vous aider ou je vais juste être un boulet là, de plus, là, tu sais, dans l'opération, puis, fait que, tu sais, c'est ça. Ça a été quoi tes facteurs? As-tu essayé de t'assurer que tu allais avoir relativement une liberté genre contenu ou c'est tout ça qui comptait ou? Je pense que j'avais besoin d'être rassuré, tu sais. C'est une grosse machine, c'est 50 humoristes, tu sais. Ouais. C'est 8 shows. À l'époque, la pandémie avait pas encore kické. Fait que là... C'était 2000 personnes au lieu de 2000 personnes, 2 fois par soir. Ouais. Tu te dis, moi, je suis pas humoriste. J'ai juste fait de l'humour dans la vie, mais je suis pas un stand-up. Fait que là, est-ce que je vais être la bonne personne pour accompagner ces gens-là? Puis, je pense que oui, mais est-ce que ça va être le bon contexte? C'est pas un... c'est un... Imagine t'es capitaine d'un asti de gros bateau, là. D'un gros paquebot, là. C'est peut-être, je sais pas, pour toi prestigieux, c'est peut-être pour toi un défi intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens que avec lesquels tu vas coopérer dans cette opération-là, tout ça. Mais c'est-tu de la liberté, tu sais? Mm-hmm. Moi, je suis à côté sur mon petit voilier, man, là, que je me suis construit moi-même, là.
On est, tu sais, je suis moi puis mon chien là-dessus, là. Tout est sur ton gros paquebot, man. Là. Vous êtes 20 000. Là. Tu te dis-tu, genre, c'est vraiment cool, man. Tu sais, j'ai toute la liberté que je veux. Bon, tu comprends? Ouais, parfaitement. Tu peux C'est un faire peu ça. le même principe. C'est pas une gig que tu prends pour la liberté qu'elle t'offre. C'est une gig que tu prends pour le défi, tu sais, peut-être le côté prestigieux de tout ça, le cash, évidemment. Ben oui. Tu sais, puis pour l'expérience aussi que ça représente, parce que moi, le stand-up, j'aime ça, ça m'intéresse. Tu sais, j'ai beaucoup d'amour pour ça. Pour les humoristes aussi. Puis là, tout d'un coup, tu te dis, ben regarde, ça me garde dans le bain de cette affaire-là. Tu sais. Ouais. As-tu des ambitions de faire de la mise en scène d'humour, genre d'un one-man show éventuellement de quelqu'un, ou c'est quelque chose qui t'intéresse, ça? Parce que je veux dire, évidemment, tu connais bien le jeu, tu as la mise en scène et tout ça, fait que tu as comme tous les outils pour justement accompagner quelqu'un dans la création d'un show. C'est quelque chose que tu aimerais faire éventuellement, ça? Ou... c'est quelque chose que je trouve intéressant à faire, mais dans mon point de vue à moi, un show d'humour, c'est un show de contenu. Ouais. C'est pas un show de mise en scène, OK? Puis un show de théâtre aussi, là, c'est un show de contenu, là, mais la question formelle est bien plus riche en théâtre parce que les formes sont infinies. OK? Ouais. Un show de stand-up, là, essentiellement, là, c'est quelqu'un avec un micro et un tabouret, là, puis des fois, il y a un verre d'eau. Ouais. Puis ça, là, ça peut être décliné d'une infinité de façons, puis il y a encore toutes sortes de territoires à explorer là-dedans, mais c'est quand même un petit peu plus limité, puis tout ça. Fait que moi, si tu me demandes de faire ta mise en scène de show de stand-up, ça peut m'intéresser. Mais je veux pouvoir intervenir sur le contenu. Okay. Pas changer le contenu, pas te dire quel joke, tout ça, mais je veux être là pour la création du contenu aussi. Okay. Sinon, je vois pas le rapport. Mais le metteur en scène fait ça souvent là, en humour. Là. Ouais. Il va questionner, il va amener des questionnements. Moi, j'avais travaillé avec Pierre Bernard, ouais. qui était directeur du Katsu, puis qui enseigne, je pense, à l'École nationale. Possiblement, mais qui est un metteur en scène de théâtre chevronné, en tout cas. Oui, c'est ça, vraiment, vraiment théâtre. Là. Puis j'étais allé justement avec lui parce que moi, j'étais zéro de ce monde-là. Fait que j'aime beaucoup les opposés. Là. J'aime dire, on va dans l'autre extrême, puis on va se rejoindre dans le milieu, puis je vais avoir appris plein d'affaires. Puis justement, il y avait une approche que j'étais comme, hey man, tu dois me trouver ticune, là, j'ai aucune idée. Tu sais, il me regardait faire mon texte, puis là, il était comme, c'est quoi ça? Je fais, ben, la table, puis il dit, c'est ça, c'est pas la table. Là. Il dit, ça, c'est la table, tu sais, puis il faut que tu m'en montres. Puis j'étais, OK, j'étais allé chercher plein d'affaires, mais je me demandais, est-ce que. Puis il me questionnait sur le contenu aussi. Ouais. C'était beaucoup de discussions. Fait que, il y a cette notion-là aussi en mise en scène. Là. Je pense que c'est effectivement moins dans le placer sur scène tant que ça que juste placer le jeu ou accentuer le contenu à travers le. Tu le dis trop vite, on le catch pas, tu builds pas une tension là. Là, tu perds des rires parce que ça, c'est super riche et on s'en rend pas compte. C'est ce regard-là. Là. Tu sais, typiquement, là, quand moi je vois un show d'humour, mon impression, c'est toujours que l'humoriste n'a pas creusé assez loin. Il passe trop vite sur des sujets. T'sais. J'ai toujours cette impression-là. Je me dis toujours, genre, hey, tu pourrais faire 15 minutes là-dessus, tu pourrais faire 1 heure là-dessus. Ouais. J'ai toujours l'impression, puis, tu sais, je comprends pourquoi, mais, tu sais, ça, c'est une remarque que je me fais systématiquement. Après ça, mettons, tu sais, moi, je trouve qu'il y a peu de gens au Québec qui comprennent c'est quoi être humoriste. Et tu sais, je te dis pas que je le comprends complètement, mais je pense que j'en comprends des grands bouts. Moi, je pense que je comprends c'est quoi un humoriste, puis c'est quoi la réalité d'un humoriste. Pour l'avoir vécu à travers l'expérience de mes amis qui font ça dans la vie, mettons Jay ou Dave Bocage ou tout ça, pour avoir été dans le bar avec eux autres, pour avoir fait un petit peu, pour avoir vu ça, mais pour aussi avoir travaillé souvent avec des humoristes puis comprendre comment comment votre cerveau fonctionne un petit peu. Sans vouloir dire que vous êtes tous pareils, évidemment, mais il y a on a des troncs communs, c'est normal. On a une éducation des aliénations communes, des ambitions communes, des façons de procéder.
pour le meilleur et évidemment pour le pire aussi. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que je pense que si on m'offrait de faire une mise en scène d'un show d'humour, je dirais oui si je peux participer au contenu. S'il y avait un concept aussi global, mettons, incluant, je pense, la captation. Sans nécessairement dire que je veux réaliser la captation, mais juste qu'on... Puis, tu sais, pour moi, mettons, là, il y a ce que j'observe, et peut-être que je me trompe, c'est que la prochaine affaire qu'on va faire en humour, c'est pouvoir résumer le spectacle en une seule phrase. Ouais. Je pense que, mettons, l'époque où en tout cas, le genre d'humour où on passe d'une chose à l'autre, puis, tu sais, ultimement, tu sors de ce spectacle-là sans pouvoir répondre à la question de quoi ça parle. Je pense que c'est un petit peu, pas révolu, mais en pause pour l'instant. La prochaine affaire, ça va être soit de dire, ce spectacle-là, ça parle d'une affaire, ou alors, mettons, ce spectacle-là, sa forme, son médium, c'est une affaire. Fait que, mettons, exemple précis, les gars m'ont fait lire le livre de Mike Birbiglia, The New One. Ouais. Le texte de son spectacle, ça parle de son expérience de la paternité. Son enfant, comment il a vécu ça, l'avant, le pendant, bon, ça. Ou alors, mettons, le dernier special d'Adam Sandler, des tunes. Fait que de quoi ça parle, je peux pas te le dire, mais je sais comment ça en parle. C'est comme un gros show, quasiment comme un stadium show. Puis tout est formulé dans ce médium de chansons niaiseuses, plus ou moins là. Ouais. Ben, pour moi, mettons, c'est ça en quelque part la nouvelle vague de l'humour pour quelque temps. Après ça, mettons, c'est pas absolu. Il y aura toujours des gens qui vont faire des liners. Il y aura toujours... Mais je vois cette chose-là se dessiner. Puis je le comprends en crise. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un grand moment où on se disait, excuse, il ne faut pas que je fasse ça. Il y a eu un grand moment où on se disait, mais de quoi ils parlent, les humoristes? Ils n'ont rien à nous dire. Il y a eu tous ces questionnements-là qui ont eu lieu par rapport à l'humour. Et là, tout d'un coup, je pense qu'il y a une espèce de contrepoint en ce moment, de dire, on veut pouvoir savoir de quoi ça parle. Ouais. C'est bizarre parce que souvent, on se retrouve dans une position où on reçoit les critiques contradictoires constamment. Ouais. Fait que tu dis, OK, ben là, les humoristes, vous dites rien. Puis là, quand un humoriste dit quelque chose, du ferme ta gueule, fait nourrir. Puis là, t'es comme, OK, mais là, tu sais, à un moment donné, je vais juste faire mon affaire, puis ça va être ça. Là, ouais, c'est très, très difficile. Puis je te dirais que vous êtes aussi soumis à une condition de... Le processus de création est tributaire du public d'un bar. Puis je pense que c'est vraiment susceptible de vous enligner sur la mauvaise piste. Ouais, les mauvais plis, là. Ouais, ou juste de dire... Moi, mettons, la joke un peu, qui n'est pas vraiment une joke que je fais quand je suis dans un contexte de création avec des humoristes, c'est de dire, Chris, on va pas laisser le monde décider qu'est-ce qui est drôle. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je suis comme, non, là. C'est pas toi qui le sais ce qui est drôle, c'est moi. C'est pas parce que tu payes le ticket, c'est pas parce que je t'entends rire. Bon, tu sais, il y a une limite à cette réflexion-là. Mm-hmm. À un moment donné, c'est le monde qui le sait ou qui te le dit ou tout ça. Puis, il n'y a aucun contexte. Il y a très peu de contexte dans lequel je suis prêt à aller voir un spectacle d'humour puis à pas rire. Tu sais. OK. Tu comprends? Ultimement, que ça soit drôle. C'est bien important. Là, mais ça force à creuser, en fait. Ça force juste à se battre pour une idée qu'on trouve bonne, qu'on n'a pas trouvé la clé encore. Exact. Parce que sinon, c'est ça. Tu vas ramasser les premiers rires, tu vas dire, OK, ben ça, c'est drôle, je touche plus à ça. Ça c'est figé dans le béton, puis il y a beaucoup d'insécurité là-dedans. Fait que tu as besoin de quelqu'un pour shaker la charpente. Hey, puis no wonder qu'il y a de l'insécurité, man. Je veux dire, qui fait ça dans la vie? Se lever sur un stage puis dire, ouais, moi, je vais vous faire rire. Ouais. Je veux dire, man, à ta peu, là. Tu sais, fais jamais ça de ta vie, là, tu sais. Je veux dire, deviens humoriste juste si c'est le seul moyen que tu as de survivre, là. Parce que, tu sais, d'autres, là, faut pas faire ça jamais de la vie. Fait que, je la comprends, l'insécurité. Je l'ai vécu, là. Moi, j'ai fait ça, man, animer des galas, puis des soirées, puis tout ça, puis c'est tough. Fait que, tu sais,
je comprends cette insécurité-là. Je la comprends d'autant plus quand c'est un jeune humoriste. Mais je pense que plus tôt dans ta vie, plus tôt tu vas être capable de faire preuve de la rigueur qu'il faut pour te faire confiance à toi puis suivre ta track no matter what, bien, plus il y a de chances que tu développes une voix puis des angles intéressants puis uniques. Ouais. Moi, c'est une règle que je me donne toujours, que je me suis toujours donné puis qu'on m'avait déjà donné aussi dans le temps. C'est que ton show s'améliore, ton numéro s'améliore quand tu es capable de couper des bonnes jokes. Quand tu te dis, OK, ça, elle marche la joke, c'est pas ça le problème, mais elle nuit au reste, fait que je vais l'enlever. Quand tu as ce recul-là de oui, si j'ai un rire, je vais enlever un rire pour bonifier le reste. Quand tu es capable de faire ça, tu fais OK, c'est beau. Là, je m'en viens vers quelque part. Parce que sinon, tu t'accroches à tout. Tu gardes des boulets, tu gardes des affaires que tu fais, mais puis pour rien, puis tu. Ben, c'est quand. Puis, tu sais, c'est dire aussi, tu sais, c'est un témoignage ou c'est une preuve d'une certaine rigueur, tu sais. Puis la rigueur, man, là, tu sais, ça manque, là, tu sais, énormément à tous les milieux artistiques, en tout cas, je pense. Puis, tu sais, mais c'est payant. C'est juste que ça te demande, comme artiste, d'être process-driven, donc d'être concentré sur un processus plutôt que sur un résultat. Ouais. C'est pas très populaire dans la société, cette pensée-là. Ouais. C'est comme quelque chose qui est payant à un petit peu plus long terme, je pense. Fait que, tu sais, il faut... tu sais, c'est tout un acte de foi. Ouais. De se faire confiance et de faire confiance au processus plutôt qu'être à la recherche d'un résultat rapide et de faire « Non, c'est cool, le monde a ri ici, tu sais, je la garde, la joke. » Ouais. Mais tu restes en surface, puis ils repartent avec rien, là. Moi, c'est ça que j'aime, là. C'est ça, tu sais, écoute, tu sais, moi, je n'ai vu 50 dans la même semaine des humoristes, là, tu sais, tous défilés devant moi, là. Puis, tu sais, des fois, je me disais, je comprends pas comment tu penses que dans 24 heures, je vais me rappeler de ce que tu as fait. Je peux pas t'expliquer. Puis, tu sais, là, après ça, là, c'est pas bien grave non plus. Là, à un moment donné, là, le gala Juste pour rire, à beaucoup d'égards aussi, c'est un processus. Ça fait partie du processus. Puis, c'est encore une recherche. Puis, cette recherche-là se bâtit sur 10 ans, puis 20 ans. Puis, tu sais, je pense qu'à un moment donné, là, dans la vie d'un humoriste, il n'y en a pas 5 des bons spectacles. Tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? À un moment donné, tu en as peut-être 2 là, que tu dis, hey, ces spectacles-là, là, je pense qu'ils étaient vraiment bons. Là, tu sais. Je sais pas ça, par exemple. Ça, j'aurais tendance à argumenter parce que ton humour évolue en même temps que toi, t'évolues. Fait que si tu fais ce processus-là, tu deviens meilleur avec le temps, justement. Tu comprends ton comique, puis tu... Mais faut que tu évolues. Et là, peut-être que ce que tu jugeais pas pire quand tu avais 25 ans, à 35 ans, tu es comme, ouais, je suis pas sûr que j'ai bien fait de me faire tatouer ça sur le bras. Tu sais comment ce que je veux dire? Ouais, parfaitement, ouais. Tu sais, sur ton lit de mort, tu vas dire, ben, j'ai bien fait ça puis ça, d'après moi. T'sais. Mais au moment où je l'ai fait. Au moment où je l'ai fait, je trouvais ça. Je me trouvais all that, mon gars. Je me promenais au centre-ville, là, tu sais, puis, tu sais, je saluais tout le monde, puis je me trouvais donc cool, mais... Puis bref, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est une dure job, tu sais. Puis il y a peu de gens qui comprennent à quel point la job est tough, à quel point elle demande un investissement vraiment important, puis à quel point le processus de création est vraiment important. Tu sais. Ouais. Mais tu sais, toi, tu arrives aussi du milieu du jeu puis du théâtre. Ouais. Je veux dire, faut quand même rendre le crédit. Là. Moi, quand je regarde l'humour, on est choyé. Là. On est choyé dans le milieu qu'on a parce qu'on peut gagner notre vie rapidement. Ouais. On a des outils, c'est populaire au Québec. Fait j'ai tendance à dire que créer des shows de théâtre, jouer dans des shows de théâtre, honnêtement, là tu as besoin de ce spirit-là. Là, parce que honnêtement, je veux dire, tu joues pour des petits publics, c'est difficile. Là, puis en plus, tu es en groupe, puis là, il y a plein de monde, puis il faut que tu... Toi, quand tu regardes un show, mettons, tu vas voir un show de théâtre, là, dans ton poulet, mettons, tu vois-tu cette espèce de... Là, tu aurais pu creuser ça. T'as-tu le même œil critique ou tu le vis différemment?
je suis extrêmement critique de tout dans la vie. Là. Mes amis disent que j'aime jamais rien. OK. Puis c'est un peu vrai. OK. Tu sais, je te dirais que s'ajoute à ça une obsession de la qualité. Moi, maintenant, je trouve tout le temps que tout est cheap. Fait que tu comprends-tu? Tu me dis, ouais, je me suis acheté cette paire de jeans-là, puis je suis comme, ah, c'est vraiment cheap, ça me gosse. Je trouve toujours que les affaires manquent de qualité, tu sais. OK. Fait que je suis très critique du travail que je vois, puis j'adore le théâtre, puis j'adore l'art en général. Puis je pense que ça me rend d'autant plus critique que j'aime tellement ça. C'en est comme une maladie, tu sais. Mais ça te nuit-tu quand toi, tu fais tes propres projets? Oui, parce que ça peut avoir tendance à me paralyser un petit peu parce que je suis aussi critique de ce que je fais moi. Ouais. Après, j'ai récemment entendu quelqu'un dire, je ne sais pas si c'était une métaphore ou si c'est vrai, mais qu'il y a une partie de notre cerveau qui crée, puis il y a une partie qui analyse. Mm-hmm. Quand tu crées, cette personne-là disait, il faut que la partie analytique soit en veilleuse. Ouais, les chapeaux. Nous autres, on appelait ça les chapeaux. Le chapeau de juge, le chapeau de guerrier, le chapeau de fou, puis le chapeau de... Je me rappelle plus c'est lequel. OK, mais ouais, c'est cool ça. tu portes chaque chapeau au bon moment. Si tu portes ton chapeau de juge pendant que ton chapeau de clown, ton clown, il se laisse pas aller, puis il sort pas tout. Tu jugeras après. Puis après ça, quand ça va être fini, là, c'est ton chapeau de guerrier, tu montes sur la scène, puis tu le défends. Mais faut pas que tu portes trop de chapeaux en même temps, parce que ça marche pas, dans le fond. Ah, j'aime beaucoup ça. Puis qui vous a parlé de ça ou qui t'a parlé de ça? Je pense que c'était dans un cours de créativité à l'école de l'humour. Donc, c'est-tu Benoît Pelletier, je pense. Tremblay? C'était Benoît Pelletier, je pense, à ce moment-là. C'est vraiment, je trouve, très belle notion. Moi, j'essaye donc de faire ça. OK. Donc, quand j'écris, tu sais, moi, j'ai une vie de scénariste aussi. Mm-hmm. Fait que quand j'écris des scénarios, j'essaie de juste être dans la création puis dans le plaisir de ça. Puis quand vient le temps d'analyser mon travail, je change même le contexte. Donc, OK. j'écris à la main puis sur l'ordi. Et quand j'analyse, j'imprime des feuilles puis je change de place. OK. Fait que si je suis pas capable d'aller écrire dans un café parce que ça me distrait trop, mais je peux prendre ma pile de feuilles une fois que ma draft est finie puis aller la noter dans un café. OK. Ou alors juste dans une autre pièce de la maison. Fait que j'essaie de changer de moitié de cerveau ou de chapeau, comme disait Benoît Pelletier. Mais j'essaie aussi, pour m'aider à créer la transition, de changer le contexte. OK. Ah ben, d'un autre point de vue complètement. Là. Complètement. C'est plus, là, j'utilise plus le même outil physiquement, mais aussi matériellement. Ouais. Ah, mais t'es un produit de ton environnement, je pense. Là. Tu peux. Fait que si tu changes de place, ça spark des affaires différentes chez toi. Puis, ouais, puis tu sais, comme l'entraînement aussi, je pense, ultimement, c'est comme si tu fais, ben, j'attribue la position physique, le geste à une partie de mon cerveau. Puis, fait que ça, je pense que ça aide un petit peu. En tout cas, moi, ça m'aide. Après ça, c'est-tu de l'ésotérisme, placebo à 2 cents? Peut-être, je le sais pas. Puis, dans certaines conditions un peu plus extrêmes, là, des fois, mettons, tu n'en as pas de printer, tu n'es pas chez vous, tu n'es pas dans ton bureau, puis ça peut finir par marcher quand même, mais disons que j'essaie de respecter assez religieusement ces notions-là. Mais si ça marche, c'est ça qui fonctionne. C'est ça la beauté du processus, c'est que tout le monde en a un différent. Là. Mais, whatever floats your boat. C'est ça qui est tough aussi de travailler en équipe, c'est justement de respecter le processus de tout le monde, puis de trouver une coercion là-dedans, puis de faire, OK, bon, là, tout est de même, moi je suis de même, puis il faut qu'on joue dans le milieu. Mais, et c'est aussi bénéficier des qualités des autres qui viennent remplir des fois les trous que toi, tu n'es pas capable de remplir. Puis pour en revenir à ta question, donc, quand je regarde un show de théâtre, le show de théâtre, pour moi, le contenu n'a pas la même importance que le stand-up. Okay. Là, tout d'un coup, je me mets à analyser d'autres affaires qui sont plus de l'ordre de la cohérence artistique, du propos, comment il est distillé dans sa forme.
évidemment, je suis très obsédé par le texte. Moi, je suis quelqu'un qui est très auditif, qui est très obsédé par les textes en général. Fait que, tu sais, c'est sûr que je suis un petit peu à l'écoute de ça. Mais, tu sais, le show de théâtre, là, tel qu'on le fait en ce moment, là, c'est typiquement un show de mise en scène. Okay. Le metteur en scène est vraiment le maître à bord. Il peut intervenir sur pas mal, pratiquement tous les aspects de la représentation. Fait que si je me concentre beaucoup sur la mise en scène. C'est quoi cette proposition-là? Puis, tu sais, ultimement, qu'est-ce que ça m'a fait, man? Qu'est-ce que ça m'a fait ressentir, tu sais, par rapport à l'intention que je devine, tu sais? Mm-hmm. Fait que, tu sais, ultimement, tu sais, l'expérience artistique, pour moi, elle sert à rencontrer un point de vue que je connais pas. Et l'importance est vraiment marquée là, autour de cette question-là. Est-ce que ce soir, j'ai rencontré un point de vue clair, différent, affirmé, etc. Puis, qu'est-ce que j'ai ressenti, man? Ça, c'est important, là. Tu sais, il y a tellement d'affaires dans nos vies qui contribuent à faire qu'on ne ressente rien. Mm-hmm. On a tellement de moyens élaborés de fuir nos sentiments. Bien là, l'art, c'est un lieu idéologique ou même parfois physique extraordinaire pour aller rencontrer ça de plein fouet, puis se brancher là-dessus. Puis en plus, ça se passe dans un environnement où il y a très peu, la notion de commerce n'est pas tellement évitée, tu sais. Fait que ça aussi, ce que je veux dire, c'est que quand tu vas voir que ce soit un show de stand-up ou un show de théâtre ou tout ça, théoriquement, ou si tu vas au musée, par exemple, tu es dans un lieu où on a sorti le commerce. Tu vas me dire, ouais, mais t'as acheté un ticket, tu sais, ouais. Mais on n'est plus en train de me vendre quelque chose. On est en conversation. Fait que si moi, je suis au musée, puis je suis devant une peinture, puis je suis comme, wesh, ça me fait rien, ou je trouve ça vraiment poche. C'est comme, pas grave, man, tu changes, tu t'en vas à la prochaine, tu sais. Il n'y a pas une pub de GM, tu sais, entre les deux peintures. Puis, évidemment, tu sais, j'ai rien contre le commerce. Je pense que le commerce, dans son essence, c'est une noble affaire, tu sais. Mais c'est juste que ce que j'aime de l'expérience artistique, en théorie, c'est qu'on n'est plus en train d'essayer de se vendre des choses. Ce n'est pas un rapport nécessairement intéressé dans ce sens-là. C'est vraiment un rapport de partage d'idées. Voici comment moi, je vois l'amour. C'est tout. Ouais. J'aimerais ça que tu achètes mon album. J'aimerais ça rouler en Tesla puis avoir un chalet dans les cantons de l'Est. Ouais. Mais mon intention première, c'était juste de te partager au nom d'une espèce d'utopie, peu importe, ma vision de l'amour, ma vision de la famille, ma vision de la mort, peu importe. Puis à ce moment-là, comment tu négocies ton rapport à la télévision qui est devenu essentiellement, genre, garder l'attention en attendant de mettre des pubs? Là? Moi, je n'ai pas vraiment de problème avec ça. Okay. Dans le sens que la télé, on ne fait pas de l'art quand on fait de la télé. Puis, je ne place pas les choses en hiérarchie, comprends-moi bien. Là, pour moi, l'art, c'est pas à être placé au-dessus de l'artisanat, mettons. C'est pas ça, là, tu sais. C'est juste qu'à un moment donné, je fais la façon qu'on l'a formulé, la télé, c'est pas de l'art, c'est de la création, tu sais. C'est un autre type de médium avec d'autres paramètres qu'il faut respecter puis accepter. Puis ça fait partie du deal. Après ça, mettons, tu peux faire de la grande création quand même. Tu peux te retrouver dans un contexte où, tu sais, je sais pas, tu es à HBO, il n'y en a plus de pub. Là, tout d'un coup, la notion de commerce, elle disparaît pratiquement complètement. Mais dans notre contexte québécois, la télé, je ne pense pas que ça soit de l'art. Je pense qu'il y a des moments de grâce, je pense qu'il y a des choses extraordinaires qui se font, mais je ne pense pas que ça soit de l'art. Puis si tu veux faire de l'art, ben, tu as juste à écrire un recueil de poésie, écrire un roman, écrire une pièce de théâtre, peu importe. T'sais.
Mais je pense pas que ça soit en télé qu'on fasse ça, puis c'est pas grave. C'est pas un problème, tu sais. Ça vient avec d'autres avantages. Les interruptions avec les pubs qui te mènent à aller dans ce sens-là, c'est tout ça qui fait que le processus, un peu, on se perd dedans à cause de ça? Ou Mais c'est que, ultimement, là, si... Mais ce qui paye pour qu'on puisse faire des productions télé, c'est les annonceurs. Ouais. Fait que, ultimement, tant qu'on n'aura pas une télé d'État qui, soit, mettons, élimine complètement la notion de publicité ou soit élimine complètement la notion de code d'écoute, bien, on s'en remet tous plus ou moins à l'annonceur. L'annonceur, il se pointe à la station. Il dit « Qu'est-ce que tu as pour moi? » Le diffuseur dit « Ben moi, si tu veux, là, je prépare une émission de télé avec Pierre-Bruno Rivard. D'après moi, ça va faire 500 000 de code d'écoute. Fait que ton produit va être vu, tu sais, bon, tout ça, tout ça. 500 000, mais on est à ma TV, fait que c'est un très grand succès, là, je tiens à le dire. Exact. Ouais. Un très grand succès. Pas un 500 000 à TVA, là, tu sais, soyons faits. Mais on voit ce que je veux dire. Fait que là, lui, il s'est engagé pour 500 000 de code d'écoute. Ouais. L'annonceur fait parfait, c'est bon, je prends des pubs dans le show de Pierre-Bruno. Ultimement, mettons, le show, il fait 200 000 de code d'écoute. Le diffuseur s'est engagé pour 500 000. Il y a une dette envers l'annonceur. Ouais. Et là, tout ça, là, c'est de la business, là, c'est du commerce. Ouais. Après ça, mettons, tu vas débloquer dans ces paramètres-là comme créateur des zones de liberté, de création, de folie, de whatever, tu sais. Mais tu es ultimement tributaire des annonceurs et, par extension, des codes d'écoute. Si tout le monde veut des shows de police, c'est des shows de police qu'on va faire. Parce que, ultimement, c'est ce qui va permettre à l'annonceur de rencontrer ses objectifs de vente. Ouais. Si l'annonceur, là, il dit « Ouais, mais moi, je ne veux pas être annoncé durant un show qui sacre, où il y a des sacres. Parce que moi, j'ai été élevé dans un couvent avec des bonnes sœurs, puis je pense que c'est mal sacré. » Bien, ultimement, quelqu'un va finir par descendre l'échelle au complet et aller dire aux pauvres scénaristes qui travaillent chez eux, enlève les sacres. Ouais. C'est comme si tu veux le gros chèque, bien, il faut que tu acceptes que tu es dans un monde de business, puis que c'est la business qui drive pas mal tout le reste. Après ça, ça n'empêche pas d'avoir du gros fun, de faire des affaires vraiment cool, de créer, puis tout. Si tu ne veux pas te soumettre à ces paramètres-là, dans le contexte du Québec actuel, tu fais autre chose. Tu fais de la télé pour faire du blé, pour gagner ta vie, pour payer ton loyer. Et tu fais du stand-up, tu fais de la peinture, tu écris un roman pour nourrir ta vie spirituelle. Ouais. C'est d'avoir un pied dedans et d'avoir un pied en dehors. Là. Et si, dépendamment, peut-être que toi, tu fais non, no way, il n'est pas question que je me soumette à ces règles-là. Ou alors, à l'inverse, tu vas dire, mais moi, ma vie de créateur est complètement remplie puis complètement nourrie par mon travail en télé. Fait tu sais, je fuck pas avec ça, tu sais. Tu comprends? C'est que ultimement, tout le monde n'a pas à être un artiste. Il y a des gens qui ont un grand talent aussi, qui ont un talent tellement grand comme, admettons, acteurs de théâtre, qu'ils en font de l'argent, puis ils sont appelés à travailler énormément, puis à gagner leur vie. Ils ne sont pas nécessairement nombreux, mais à un moment donné, ben, pendant une séquence, ils font que du théâtre, ils sont nourris physiquement et spirituellement par ça. Je suis comme, man, c'est super. Avec cette face-là, puis ce talent-là, il faut que tu sois un petit peu plus débrouillard. C'est quoi? Oui, alors? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Moi, apparemment, oui, je comprends. J'avais d'autres ambitions, puis je voulais qu'il y ait dans ma vie de l'art, puis je voulais qu'il y ait dans ma vie aussi de la business, entre guillemets. Ouais, c'est quoi ton parcours? Moi, dans le fond, quand j'avais 18 ans, j'étudiais au cégep de Sainte-Foy. Je viens de Québec. OK.
Puis je sortais avec une fille qui m'a dit, d'autres, tu vas faire du théâtre, toi. J'étais un joueur d'impro, moi. Quand même, OK. Fait que j'étais comme, OK, sure, ben oui, tu sais. Je sentais qu'elle pouvait effectivement avoir touché tu sais, la zone payante. Okay. Fait que, et payante dans la même phrase. fait que je me suis inscrit au programme de théâtre à l'Université Laval, un programme théorique. À l'époque, je pense que c'était une majeure seulement, donc tu peux faire 2 ans. OK. Et là, j'ai vraiment rencontré mon destin, je pense. Parce que moi, dans ma tête, j'allais plus faire du travail social ou de la psycho, ce genre d'affaires-là. Ça m'a vraiment fait triper. J'ai capoté, là, ben raide. J'ai rencontré ça. Je connaissais pas beaucoup le théâtre, tu sais. J'étais pas très éduqué par rapport à ça. Puis là, tout d'un coup, man, théâtre et société, théâtre russe, tout ça, j'étais là, man, c'est riche, c'est vraiment intéressant, tout ça. Fait que j'étais déjà un genre de comique, tu sais, j'avais déjà ça en moi. À l'époque, il y avait très peu d'humour, puis pour un petit gars de Québec comme moi, ça semblait pas très accessible. Peut-être que dans le contexte actuel, j'aurais plutôt choisi d'aller en humour, je sais pas. Mais je peux te dire que, man, le programme de théâtre, ça m'a fait capoter, là, tu sais, puis de rencontrer toutes les formes, tous les moyens d'expression de ce médium-là, j'ai halluciné. Nice. J'ai toujours, j'ai à partir de ce moment-là, été un grand fan de Robert Lepage. OK. Robert Lepage, c'est un gars de Québec qui avait travaillé avec certains des profs qui m'enseignaient. J'étais proche de sa création parce que lui créait les shows au Trident. Fait que là, tout d'un coup, je me suis mis à aller voir des spectacles de Robert Lepage, à lire des entrevues, à rencontrer toute sa vision. Je capotais raide. Et puis, de là, j'ai étudié en interprétation à l'UQAM. J'ai passé mes auditions, les fameuses auditions pour rentrer dans les écoles de théâtre. Ouais. Puis je suis rentré, moi, à l'UQAM, tu sais, donc pas pris au conservatoire, pas pris à l'École nationale, mais pris à l'UQAM. Fait que je suis rentré à l'UQAM vers l'an 2000 à peu près. 2001. Okay. Les tours tombaient, puis j'en étais pratiquement à ma rentrée à l'École de théâtre. Puis encore là, gros apprentissage. Tu sais, j'ai jamais été un très, très bon étudiant. Je pense que j'étais un petit peu, des fois, tannant, mais gros apprentissage, tu sais, découverte un petit peu de tout ça. Beaucoup d'apprentissage à travers les collègues dans ma classe, tu sais, qui étaient meilleurs que moi, qui étaient plus expérimentés, plus professionnel que moi. Tu sais, moi, j'étais encore très, très niaiseux, très, très confiant aussi par rapport à mon talent, tout ça. Puis là, tu sais, ça a été quand même bien malmené dans ce processus-là. Ben, c'est ça leur job aussi, je pense, c'est de casser ces trucs-là puis d'essayer de. Ouais, je sais pas trop. Tu sais, je pense que. Je sais pas, man. Je pense que j'étais pas. Je pense que j'étais pas mature. OK, ouais, ça se peut. Mais c'est ça le problème avec les écoles d'art, souvent. Ben c'est oui. que t'es fait super jeune, tu connais rien de la vie. On dirait qu'il faudrait que tu rentres à l'école à 30 ans après avoir pratiqué le métier 10 ans de temps, tu sais. Ouais, fait que tu fais du stand-up dans un bar de 20 à 30 ans, puis à 30 ans, rentre à l'école de l'humour, puis là, mettons, aligne ton cœur avec ton cerveau, avec ton corps, tu sais. Avec ton vécu, ouais. Avec ton vécu, tu sais. Mais là, moi, comme tous les autres niaiseux, tu sais, j'étais comme, mais non, moi, j'ai tout figuré ça, là, les chummés, puis, tu sais, j'avais pas de rigueur, j'avais pas de professionnalisme, j'avais pas d'ouverture. Tu sais, j'étais vraiment pas... Puis là, tu sais, je voyais les gens autour de moi qui étaient tellement meilleurs que moi. Je voyais la réponse des profs aussi qui étaient là. « Hey man, Girard, tu sais, aligne tes flûtes un petit peu, mon chum, là, parce que, tu sais... t'es pas rendu, mais je m'en rendais pas tout à fait compte, mais tu sais, je sentais que j'étais un peu croche. Puis, bref, suite à ça, moi, à l'école de théâtre, j'étais le typique gars qui disait « Moi, je vais juste faire du théâtre dans la vie. » Ah ouais, OK. Ah ouais, total. Déjà, mettons, c'est tout ce que je connaissais. Je venais de Québec, j'avais jamais tourné dans rien. Puis, quand j'ai fini l'école, j'ai fait un petit peu de théâtre, puis j'ai quasiment juste fait de la TV.
OK. OK. Moi, j'ai été bien vite. J'ai fait Frank versus Gérard. Ouais. Ça, là, ça a été ce qui m'a lancé. Puis c'est comme si j'ai presque juste fait de la télé. J'ai fait du théâtre en France pendant quelques années. J'ai été engagé par une compagnie française pendant 3 ans. Ça a été une expérience formidable. Mais j'ai beaucoup animé le milieu du théâtre. J'ai plus été un animateur dans le monde du théâtre. OK. J'ai beaucoup de monde. J'ai toujours été un type qui avait de la facilité à rencontrer des gens. Pendant toutes mes années d'école de théâtre, j'étais barman au Katsu. OK. Après Pierre Bernard, le directeur artistique, c'était Wajdi Mouawad. Moi, j'étais le barman du Katsu avec une gang d'autres crottés comme moi. Puis là, donc, j'ai rencontré les acteurs parce que forcément, c'était tellement un petit théâtre, man. Là, c'est encore tout petit, mais le Katsu a été rénové depuis, mais moi, je te parle d'une bicoque, là, tu sais, avec les murs croches, là, la tuyauterie qui pète tous les hivers, petit bar, man, tu sais, toutes sortes de deals en bouteille de scotch avec le staff, avec tout le monde, tu sais. Et bref, François Bernier et moi, on faisait Frank versus Girard. On sortait de l'école de théâtre à toute fin pratique. Puis on animait des galas, des soirées, des cabarets qui étaient beaucoup liés au monde du théâtre. Tu sais. OK. Fait que c'est ça. Puis j'ai fait aussi, évidemment, quelques shows de théâtre à travers ça. Puis j'ai continué d'aller très, très passionnément au théâtre parce que j'adore ça. Mais j'ai plus travaillé en cinéma puis en télé. C'est comme si, dans le fond, je pense qu'on n'échappe pas à son destin. Puis moi, mon destin est probablement plus lié à ce monde-là. Même si j'adore encore le théâtre, même si j'y vais encore, même si je paye mes tickets, man. Des fois, je me fais inviter puis je suis comme, non, man, moi, je paye. Puis j'ai encore des ambitions de peut-être, à un moment donné, quand le bon projet va se présenter, soit jouer dans une pièce, ou soit faire de la mise en scène, ou soit écrire même des pièces. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Puis donc, de Frank versus Girard, qui est un show un petit peu alternatif, mais qui a connu un grand succès. Moi, mettons, je savais déjà que je voulais écrire, fait que j'ai bâti mon CV de scénariste à partir de ça aussi. Okay. Parce qu'on avait des scénaristes sur le show, mais François et moi, on en écrivait aussi des fois des scénarios de Frank versus Girard. C'est pas des scénarios, disons, typiques, c'était plus des canevas là, formatés dans notre médium à nous. Mais ça a contribué à bâtir mon CV de scénariste. Puis, ta deuxième job après? Des courts-métrages, tu sais, à travers ça. Fait qu'il y avait le cinéma là-dedans. Puis là, ben, à travers ça, j'ai continué à jouer. Je me suis beaucoup éduqué comme scénariste aussi. J'ai suivi toutes les formations que je pouvais de n'importe quoi. J'ai lu, mon gars, une pile de livres, ça, d'autres. C'en est une maladie. Je me suis vraiment obsédé par ça. Fait que, tu sais, c'est comme si, tu sais, typiquement, quelqu'un pousse une seule voiture, là, puis l'amène vraiment le plus loin possible. Moi, c'est comme si j'ai fait plein d'affaires en même temps, tu sais. De l'animation, de l'interprétation, de la mise en scène, de l'écriture. Asti, man, là, tu sais, mais un petit peu pas nécessairement dans l'œil public. Tu sais, je faisais pas la promotion de ça, je voulais l'apprendre. Tu sais, ça a toujours été ça, ma quête. Moi, c'est une quête de compétence. C'est ça que je veux. Je veux être le meilleur que je peux être, tu sais. Non, mais de diversifier tout ce que tu fais, c'est aussi une bonne décision d'un point de vue carrière, d'un point de vue revenu, d'un point de vue gagner ta vie. Là. C'était pas une décision. Hein. C'était comme c'était de la survie. J'étais là, moi, je veux écrire des scénarios. Puis je trouve que mes scénarios sont pas bons, pas assez bons. Comment je fais? Man, je m'éduque. Il y avait pas, tu sais, c'était pas un move de carrière. Pas en tout. Moi, j'étais juste genre dans ma quête, dans ma mission. Devenir meilleur, devenir plus drôle, devenir techniquement plus fort. C'est vraiment ça, tu sais. Yeah. Mais sans que je m'en rende compte, ben là, je poussais un petit peu sa voiture interprétation, puis là, je poussais un petit peu sa voiture écriture, puis je poussais un petit peu sa voiture. Je suis tellement... Peut-être que je t'ai déjà dit ça dans une conversation ou une autre, mais moi, je suis tellement un sucker pour la culture puis l'art. Il y a tellement juste ça qui m'intéresse dans la vie
il n'y avait comme pas d'autre option, tu sais. Je pouvais pas, man, faire mes checks, man, avec ma belle voix. Au pire, je vais faire du doublage, man. Non, non. Il n'y avait pas genre, ouais, mais au pire, avec ma belle face, ils vont m'engager pour jouer dans des shows de TV. Non, non. Il y avait survivre, man, puis avec des ressources relativement limitées. Fait que j'étais comme, man, m'être meilleur, m'a devenir tellement compétent, m'a tellement comprendre le médium avec lequel je travaille. Puis je suis tellement passionné, puis soccer pour le théâtre, puis la musique, puis le cinéma, puis tout, que j'aurais fait n'importe quoi. Tu me dirais, man, moi, je fais une formation de roulage de fil pour savoir comment rouler des rallonges, man, sur un plateau de tournage. Puis je serais comme, moi, je veux le faire. Je suis là. Je suis là, man. Ouais, mais tu pourrais-tu venir faire de la figuration sur mon opéra? Hey, un opéra, mais hein? Fait que, tu sais, j'ai pas beaucoup dit non dans ma vie. J'ai vraiment un grand appétit pour toute l'expérience de création ou l'expérience artistique, tu sais. Mais ça doit te rendre un meilleur joueur d'équipe, justement, parce que si tu comprends la job de tout le monde, généralement, c'est ça qui fait que ça se passe le mieux, parce que tu facilites la job à tout le monde en même temps. T'sais. Moi, c'est ça que j'ai appris avec les années qui m'a beaucoup aidé. Là. Ouais, je pense que oui. Puis, tu sais, je pense pas que ça soit de la vertu. Je pense que je suis fait de même. Moi, je suis un team player. Ouais. Je te dis pas que j'ai pas d'ego, mais je suis fondamentalement un team player. Sérieux, là, à la limite, je pense que mon nom pourrait ne pas être sur le générique. Puis je suis comme, pour vrai, c'est pas grave. C'est correct. Tu sais, moi, je suis comme obsédé par la qualité. Puis je suis vraiment quelqu'un qui est profondément packagé pour faire partie d'une équipe. Puis est-ce que c'est quelque chose, parce que ça demeure un milieu où il y en a qui ont énormément d'ambition d'un point de vue personnel, puis qui sont très carriéristes. Puis c'est quelque chose que j'identifie aussi à travers ma carrière dans la vie, mais quand t'es, parce que je suis une nature aussi d'être très joueur d'équipe, là, est-ce que ça t'a déjà nui dans certains contextes d'être team player parce que ultimement, tu te mets de côté, puis dans certaines sphères, t'es comme, j'aurais pu aller shiner plus là, mais je veux dire, j'ai focusé sur que tout marche bien plutôt que d'essayer de faire un pas de plus par en avant. C'est une bonne question. Le problème de quelqu'un qui a un tempérament comme le mien, c'est pas que tu shineras pas assez. La dérive qui vient avec ça, là, c'est de ne pas assez te concentrer sur bien faire ton travail à toi. Okay. Pas assez te concentrer sur ce que toi tu veux, sur ce que toi tu ressens, etc. Les dérives viennent de là. Quand tu es un team player, c'est cool, ça a l'air d'être 100% cool. Non, non. Tu t'en fais pour tout le monde. C'est comme si, exact, tu risques de t'en faire pour tout le monde, tu risques de manquer justement de rigueur parce que tu penses que l'équipe va se charger de toi. Fait que les dérives sont là. T'sais. Le bon côté, on le voit, on le comprend tout de suite, évidemment. Mais tu sais, je pense que ta première priorité dans la vie, c'est quand même de t'assurer que tu es bien concentré sur toi-même, sur tes sentiments, sur ta mission, sur tes volontés. Puis ensuite, mettons, je pense que c'est super important d'être très, très à l'écoute des gens que tu aimes, des gens avec qui tu collabores, etc. Ouais. Je pense que quand tu es un team player, ben, quand tu pourrais avoir tendance, moi, je pense que j'ai pu avoir tendance à trop me fier sur l'équipe, pas assez me concentrer sur ce que je ressens et sur ce que je veux, puis pas développer des aptitudes par rapport à ça. Ouais, de ne pas te connecter assez. De ne pas te connecter, man. Ouais. C'est pas très sain, cette chose-là. Ouais, je comprends. Le bon côté, on le voit tout de suite. Hey, c'est un team player, ouais, c'est vraiment cool. Ouais. Mais c'est valorisé, ça. Potentiel. C'est extrêmement valorisé d'être justement, je vais le nommer comme ça, mais d'être au service des autres. Là. Ouais, exact. Puis c'est tricky, là, tu sais. Ouais. Je le vois, je l'observe chez d'autres, tu sais, des gens autour de moi. Puis je dirais que quand j'ai travaillé en France, l'acteur principal du spectacle sur lequel je travaillais, c'est un type que j'avais déjà rencontré.
Parce que moi, je l'ai rencontré cette compagnie-là parce qu'il était venu jouer un show à Montréal. OK. Fait que là, j'avais rencontré le metteur en scène, 3 comédiens, collaborateurs de la compagnie, tout ça. Puis je m'étais super bien entendu avec lui. Tu sais, on avait, je sais pas, tu sais, on s'était bien entendu. Fait que là, je l'avais rencontré un petit peu à travers sa pratique professionnelle, mais tu sais, moi, je faisais comme la figuration dans leur spectacle. Tu sais. OK. Fait que j'avais pas traversé tout le processus. Tu sais, le metteur en scène est arrivé, je sais pas, 5 jours avant. On s'est fait 2-3 petites répètes. On était un groupe de 5-6 jeunes. On faisait la scène de figuration, puis on disparaissait. C'était très, très simple. Mais je me suis bien entendu avec ces gens-là, puis eux autres m'ont invité, je te fais d'une histoire très longue, une histoire très courte, à venir jouer dans un spectacle plusieurs années plus tard. Puis là, tout d'un coup, je me retrouvais à créer le spectacle avec eux, puis ce dude-là, qui est un genre de grand acteur français, là, vraiment chevronné, puis vraiment célébré en France maintenant, il m'a appris quelque chose que je trouvais vraiment admirable, c'est que il était suffisamment généreux puis à l'écoute des autres, lui qui tenait le spectacle sur ses épaules, là, vraiment très clairement. Là, il y avait une immense part en termes de volume de texte, de présence, tout ça sur scène. Bon, tu sais. Et il était suffisamment généreux pour répéter avec nous, puis jouer avec nous, puis reprendre avec nous des passages quand on en avait besoin puis qu'on le demandait. OK. Puis je trouvais ça vraiment cool de sa part parce que, tu sais, il y avait tellement de pression, puis tellement une partition élaborée puis compliquée, puis tout ça. Mais d'un autre côté, il y avait suffisamment d'ego aussi pour arrêter les répétitions quand c'était nécessaire puis faire hey, « moi, j'ai besoin qu'on refasse ça » ou « moi, j'ai besoin qu'on on répète un petit peu plus longtemps que prévu ». De s'écouter. Puis je trouvais qu'il y avait un très, très bel équilibre dans sa pratique du métier dans ce sens-là. Très à l'écoute, très généreux, même avec les poignées de porte du spectacle. Tu as besoin qu'on le refasse, on le refait, c'est pas grave. Tu es sûr que tu es correct? C'est vraiment très généreux dans ce sens-là. Puis d'un autre côté, bon, c'est dur de faire ça. Quand tu es devant un groupe, tu sais, on répétait, c'était une grosse production. Tu sais, on faisait des grosses salles, on répétait dans un contexte, tu sais, ça en ajoute de la pression, ça. Puis lui, il était capable de faire ça, puis je trouvais ça très cool, tu sais. Nice. Je te dirais avec Virginie Fortin comme ça, je travaillais avec Virginie sur leur égrade. Virginie, c'est quelqu'un qui est capable à la fois d'être à l'écoute, mais à la fois de s'écouter elle-même. Puis je trouve ça très admirable. Jay, comme ça aussi, c'est un gars qui est très volontaire, qui sait ce qu'il veut, qui est prêt à challenger les gens autour de lui pour obtenir ce que lui souhaite, mais qui est aussi capable d'être à l'écoute, d'être un joueur d'équipe, de se mettre au service d'un autre organisme là, qui est plus grand que lui, etc. Fait que je trouve que c'est bien intéressant comme qualité. Je te dis pas que moi j'ai ça, mais disons, j'aspire à être capable d'avoir ça, de faire, d'agir comme ça. Disons. Dans quel projet, récemment ou pas récemment, que tu t'es vraiment senti le plus sur ton X, là? Tu sais, qui t'a fait vibrer de « Ah, man, ça, là, ça pouvait juste toujours être de même. » là. Écoute, c'est une bonne question. Tu sais, moi, j'écris... on est quelques auteurs, là, mais disons que j'écris une série qui s'appelle « Pour toujours plus un jour ». OK. Qui est sur Crave et Nouveau, tout ça. C'est essentiellement la première production originale québécoise qui s'est retrouvée sur Crave. Cool. C'est une comédie romantique avec Pierre-Luc Funk et Catherine Brunet. Là, je suis en train de terminer l'écriture de la 2e saison. C'est tout un projet. Pour moi, mettons, là, je te dirais que la qualité de la production, là, les producteurs sont excellents. L'équipe est excellente. Les auteurs avec qui je travaille sont extrêmement brillants. J'ai vraiment trippé très fort à faire ça. Moi, je travaille avec un producteur au contenu.
Donc, en tout cas, je ne sais pas si c'est ça son titre, mais disons, la personne qui script-édite les textes s'appelle Patrick Martin. J'ai eu beaucoup de plaisir avec lui. Fait que c'est vraiment un projet qui est très, très cher dans mon cœur puis dans lequel j'ai mis 100% de l'amour que j'ai pour mon métier de raconteur d'histoire, peu importe la forme. Fait que ça, je te dirais que ça a été un projet, que c'est un projet bien, bien spécial pour moi, puis dans lequel je me suis vraiment senti bien épaulé, puis bien encadré, puis ces acteurs-là, man, là, ouais. Tu sais, Funk, Kat, les acteurs, le noyau dur, Isabelle Brouillette, Victoria Diamond, Rémi Charret, Carl Supris, tu veux écrire pour des acteurs comme ça dans la vie. Qui donnent vie à des textes comme. Ouais, puis qui sont là. Man, je me suis pointé sur le plateau quelques fois, puis pas si souvent. Là, je suis toujours un petit peu mal à l'aise là, comme writer de me pointer sur le plateau de tournage, mais. Pourquoi? Parce que moi, j'ai peur de déranger dans la vie. Là. C'est comme une affaire bien, bien importante. Puis dans mes thérapies. C'est ça que ça a été tough de t'avoir sur le podcast tout seul. Parce que... Exact. J'ai peur de te déranger. Tu sais, puis, mais sont là. C'est des acteurs là, qui sont tellement habités, là, puis tu sais, transis, puis c'est vraiment hot. Moi, j'ai adoré écrire pour ce monde-là, là, je veux dire, là, j'y vois dans ma soupe, man, là, tu sais. Fait que c'est ça. Ça a été un très beau projet, mais tu sais, des fois, là, tu fais des affaires pour 3 personnes et quart, là, tu sais, puis... Ouais. Moi, ça me dérange pas. Tu sais, j'y trouve beaucoup de plaisir aussi de faire des fois des petites choses qui deviennent bien, bien invisibles, bien, bien confidentielles. Puis, mais ça existe. Ça existe, man. Puis c'est tu sais ça quoi? qui Moi, est on a le faire, puis on a vécu quelque chose, ces gens-là, puis moi. Fait tu sais, à une époque, avec François Bernier, on faisait des cabarets de Noël, tu sais. Okay. Ça faisait bien des farces. On faisait ça au Théâtre Espace Libre, qui est une sorte de... qui est le théâtre qui héberge 3 compagnies, là, donc le Théâtre Expérimental, Omnibus, en tout cas, puis bref, puis le nouveau Théâtre Expérimental, en tout cas, peu importe. Puis bref, on a eu beaucoup de plaisir à faire ça. Puis tu sais, c'était un événement qui était relativement confidentiel. Tu sais, on faisait ça 4 soirs, mettons, devant 200 personnes. Puis, tu sais, on est des happy fews à avoir vécu ça. Mais on a capoté à faire ça. C'était le fun, man. Tu sais, c'était beau, c'était spécial, puis c'était con, puis drôle, puis tout ça. Puis, tu sais, pour moi, le nombre de personnes, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité. Ce qui m'obsède, c'est la qualité. C'est pas le cash. C'est pas le... Tu sais, moi, je suis vraiment habité par une quête spirituelle. Puis, je pense que le cash, c'est vraiment important. Puis, je pense que mais tu sais, ultimement, même quand je fais un contrat qui est plus d'ordre corporatif, et admettons faire je sais pas, là, peu importe, là, je suis quand même très, très obsédé par la qualité. Je veux travailler sur des projets de qualité ou alors je veux les amener le plus loin possible en termes de leur qualité potentielle. Tu sais. Qu'est-ce que tu as consommé récemment qui t'a complètement flabbergasté d'un point de vue qualité au Québec, maintenant? Je vais aller au Québec. Ben, pas obligé d'être au Québec. Là. Tu m'avais fait une référence c'était une BD que je connaissais pas du tout, qui s'appelait Zai 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 Zai. Ouais. Que j'ai lu, que j'ai adoré. Là. C'est tellement bon. C'est tellement bon, là. Je vais te refaire des suggestions de bande dessinée. Ben oui, avec plaisir. Qui m'ont vraiment comme qui m'ont fait capoter. Moi, je lis beaucoup, puis depuis le début de la pandémie, encore plus. Okay. J'ai peur d'être déprimé, fait que j'essaie de prendre les moyens pour nourrir ma vie intérieure. Puis la lecture, pour moi, c'est une façon, puis éventuellement le sport aussi, tu sais. Ouais. Donc, bouge pas, je m'en vais te chercher. Ouais, vas-y, pas de trouble.
Je suis désolé de... Ah, t'es pas là. Mais, donc, ma première suggestion sera une suggestion québécoise. Et ma deuxième suggestion, je pense que l'auteur est belge. Donc, première suggestion, Samuel Quentin. Oui. Donc là, j'ai vu Les Misérables ici. Ville les Misérables, moi j'ai beaucoup aimé ça. Et là, White Horse, dude, tu t'en vas au port de tête, tu t'en vas acheter White Horse. C'est bon, c'est tellement bon. Et drôle, et con, et vraiment intéressant. Et beau. Et j'ai découvert, grâce à une amie qui m'a conseillé ça le printemps dernier, un auteur qui s'appelle Brecht Evans. OK. Et voici. Panthère. Panthère. C'est pas la meilleure BD qu'il a écrite, mais c'est extraordinairement bon. Puis, je pense que c'est une bonne place pour commencer. Et si j'ai une suggestion à faire, c'est de finir par, d'après moi, ce qui est un chef-d'œuvre qui s'appelle Les Rigoles. OK. Qui est sa, je pense, peut-être que Panthère, c'est sa plus récente. Les Rigoles précèdent Panthère, peut-être. Ou c'est l'inverse, mais disons que ça, man, c'est de la bombe atomique. Puis maintenant, j'ajouterais à ça une autre suggestion de bande dessinée, c'est Philippe Valette. Philippe Valette, c'est un Français qui, à ma connaissance, a écrit deux romans graphiques, disons, un en deux parties. Le premier, ça s'appelle Georges Clooney, une histoire vraie. OK. C'est l'affaire la plus drôle que j'ai lue dans ma vie. OK. Et il a écrit... Donc ça, c'est en deux parties. Et il y a en deux tomes. Il a écrit aussi un autre roman graphique qui s'appelle Jean Doux et le mystère de la disquette molle. Et man, c'est tellement bon. C'est inexplicable. Potentiellement, ça pourrait me mettre en tabarnak tellement c'est bon. Mais je te dirais que tout ce que je te recommande là, Samuel Quentin, Brecht Evans, Philippe Valette, tu vas pleurer du sang tellement c'est bon. Ah, nice. OK, c'est sûr, je vais lire ça. Tu sais, sans aucune retenue, man, là. Écoute, là, tu t'en vas au port de tête, t'achètes ça. T'aimes pas ça, man, je te rembourse. C'est tellement bon. Et c'est valide pour tous les auditeurs du podcast. Pour tout le monde. Ah ouais, soyez pas gênés. Envoyez-moi le bill. Non, c'est vraiment extraordinaire. Mais tu sais, après ça, tu sais, là, tu le vois pas, mais dans mon salon, il y a des piles de livres. Tu sais, j'ai lu... tu sais, je suis en train de lire la biographie de Leonard Cohen, I'm Your Man, parce que je me remets très mal de son décès. Ouais. Extraordinaire. Tu sais, écoute, là, tu sais, je veux dire, j'en ai des piles, là, tu sais, le Serge Bouchard, Le Peuple rieur de Serge Bouchard. OK. C'est fantastique, man. C'est bon, c'est bien écrit, c'est vraiment intéressant, nourrissant intellectuellement. Tout ça, c'est fantastique. Tu sais, je veux dire, c'est sans limite, hein, la littérature. Puis même, je dirais juste le monde de la bande dessinée, mais puis, tu sais, c'est un continent d'affaires à découvrir, puis il ne faut pas se priver de cet énorme plaisir-là de lire des bandes dessinées, de lire des livres. C'est trop spécial, tu sais. Moi, ce que je réalise, c'est que j'adore les univers créés. Je suis un gros fan de science-fiction, je suis un gros fan d'univers dystopique. Puis et veux pas, pour écouter une série, il faut que la série ait été écrite, pitchée, que ça soit passé dans les mains des producteurs qui disent oui, qu'ils tournent. Fait ce que tu obtiens comme quantité d'idées qui se matérialisent comme étant une série, c'est minime par rapport à ce qui existe à l'écrit. Fait que de faire l'effort justement d'aller lire des trucs, tu découvres des points de vue, des trucs que t'es comme, man. C'est moi, un livre comme le Hitchhiker's Guide to the Galaxy, je sais pas si tu l'as lu. Non. Écoute, c'est un masterpiece de... Le gars, ça lui a pris 10 ans à écrire ça. Puis tu sais, il y a tellement d'idées puis de concepts là-dedans que
ça dure 1 page et demie. Ouais, puis là, t'es comme, man, j'aurais fait 3 chapitres avec ça. Puis lui, il est comme, man, c'était ça l'idée. Puis tu sais, je trouve que, mettons, il faut pas prendre pour acquis que la littérature, c'est pas pour tout le monde, tu sais. Peut-être que toutes les littératures sont pas pour tout le monde, mais l'expérience de la littérature est pour tout le monde. Ouais. Tu sais, pense pas que parce que toi, mettons, tu connais pas beaucoup ça ou que t'es pas familier avec ce monde-là, que c'est pas pour toi. Va chez ton libraire, puis demande-y de t'aider, man. Moi, là, tu sais, je vais au port de tête, puis je dis au gars, qu'est-ce que tu devrais me faire? Tu sais, qu'est-ce que je devrais lire? Man, il y a un type au port de tête qui s'appelle Alex qui m'a suggéré de lire The Fight, le récit du combat entre Mohamed Ali et George Foreman au Zaïre, le célèbre combat. Ils ont fait un film avec Will Smith là-dessus. Il y a eu un documentaire vraiment très, très bon. Man, c'est bon, là. C'est bon, là. C'est écœurant. Puis, tu sais, tu te dis, c'est pas. Tu t'imagines pas que ça va être l'affaire la plus intéressante à lire, le récit d'un événement sportif de boxe. Hey, man, c'est passionnant, puis tout ça. Puis, faut pas croire que c'est une affaire de snob et de clic du plateau, la littérature. C'est vraiment pour tout le monde. Puis il y a vraiment un grand plaisir à trouver là-dedans. De la même façon qu'il y a un grand plaisir, d'après moi, pour à peu près tout le monde, à checker une game de foot le dimanche après-midi en mangeant du chili con carne. Tu sais, c'est pas des mondes qui sont nécessairement opposés ou exclusifs. Tu sais. Ouais. Non, je suis d'accord. Ben, c'est la beauté de. Écoute, j'ai le goût de te demander parce que ton point de vue m'intéresse là-dessus, mais justement, tout ce qui est la pandémie en ce moment, là, toute la gestion de ça psychologiquement, comment tu négocies ça? Ça t'a-tu. Écoute, je trouve que c'est vraiment un événement très difficile à traverser socialement. Je constate puis je ressens à quel point c'est douloureux pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, puis je comprends pourquoi. Moi, je t'avoue que j'essaye de prendre tous les moyens que je peux pour me protéger psychologiquement de ça. Fait que, l'expression que j'utilise, c'est qu'il faut se padder le cœur, tu sais. Ouais. Fait que moi, mettons, la façon que j'ai trouvé jusqu'à date, de me préserver un peu psychologiquement, c'est de prendre des marches presque à tous les jours, de faire du sport presque à tous les jours, puis d'écouter beaucoup de musique, puis de lire, puis d'essayer d'être en contact avec la beauté puis de la matière qui m'élève en quelque part, tu sais. Okay. C'est ça la façon que moi j'ai réussi. Puis, et à date, ça fonctionne assez bien pour moi. Fait que pour ce que ça vaut, tu sais, j'ai pas été très affecté personnellement, psychologiquement par la pandémie à venir jusqu'à maintenant. OK. Est-ce que tu travailles assez? Est-ce que tu as de la job en ce moment? Oui, je travaille beaucoup. Ça aide, je pense, ça donne une structure. Puis j'essaye de me dire qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment je peux profiter de ce contexte-là pour que ça soit à mon avantage en quelque part? Mm-hmm. C'est mon réflexe assez typique, là, mais c'est une situation poche. Comment je la tourne à mon avantage? Ouais. Et il y a des apprentissages à faire. Je pense que, mettons, c'est peut-être pas le cas, mais pour la majorité des gens, mais c'est un très bon moment pour questionner sa vie spirituelle parce que soudainement, le matériel a comme plus d'importance. Je veux dire, on le savait déjà là, que c'était pas que l'argent fait pas le bonheur ou peu importe, que les possessions font pas le bonheur, mais là, je suis comme, c'est plus tangible que jamais. Fait que je trouve que c'est un très, très bon moment pour se reconcentrer sur sa vie intérieure. Là. Je sais que je parle comme une diseuse de bonne aventure, là, mais il reste que aller prendre des marches avec ses amis, ça coûte rien. C'est pas dangereux. Puis c'est très, pour moi, en tout cas, c'est très nourrissant. Puis à côté de tout ça, ben, je pense qu'avoir un char neuf, ça ne change rien en ce moment. Ouais. Si tu es déprimé, tu ne le seras pas moins parce que tu roules en Jaguar. Tu sais. Ouais. Fait que je trouve que, mettons, ce genre de réflexion-là, peu importe comment elle prend forme chez toi ou chez quelqu'un d'autre, c'est un bon moment pour l'avoir. Tu sais. Puis moi, j'essaie vraiment, vraiment de me concentrer là-dessus en ce moment, de nourrir mon petit jardin intérieur. Tu sais. Ah, c'est une bonne stratégie, honnêtement. Là, parce que c'est facile en ce moment, là, surtout avec le... Mais là, il neige, là c'est pas pire. Là.
Là, le blanc remplace le gris. Là. C'est de même que je vois ça. Là. Ça a fait du bien de. Il fait gris, puis là, tu vois, il neige, puis là, tu fais OK, c'est beau. On dirait que le blanc, c'est plus positif que le gris. Fait que t'es comme, c'est beau, c'est fini le style d'automne de juste de pas de soleil, puis de allume ta lampe de luminothérapie et compagnie. Mais c'est ça. Mais j'ai beaucoup d'empathie, ceci dit, pour les gens qui souffrent en ce moment, puis je la ressens, cette souffrance-là. Puis il y a tellement d'affaires socialement qu'on traverse qui m'affectent, puis qui me préoccupent, puis tout ça. Je suis quand même poreux à toutes ces souffrances ou à tous ces questionnements et à toutes ces problématiques-là. Mais j'essaye vraiment activement de me protéger individuellement, puis de m'activer, puis de m'animer malgré tout. Tu sais. Ouais, c'est cool ça. Puis je sais que tu joues en ce moment aussi, là. Si je me trompe pas, t'es-tu dans... Je viens de finir de tourner un show à sketch qui s'appelle Entre deux draps, avec une gang de fripons. Puis on a eu beaucoup, beaucoup de fun à faire ça. On a travaillé vraiment, je sais que c'est super cliché, mais on a travaillé vraiment fort. Puis écoute, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais je suis bien, bien content d'avoir fait ça. J'ai tourné avec mon ex que j'aime beaucoup, puis c'était le fun. Puis c'était une belle équipe, c'était une belle prod. Fait que, ouais, c'était un cool projet, man. Puis tournage COVID, comment ça s'est passé? Moi, j'ai eu l'occasion d'en faire un là, pour Contre-Off, la série qui va sortir en janvier. Puis c'est une autre réalité complètement. Là. Ah, man, c'est hardcore. C'est dur de tourner déjà. Je sais que ça a l'air d'être la belle vie, puis d'être glamour, puis tout ça, mais c'est pas un plateau de tournage au Québec en 2020 en télé. Là. Faut que ça gaule. C'est pas, il n'y a rien de glam là-dedans. Puis là, tu ajoutes à ça toutes les contraintes, tout le protocole. Écoute, mais après ça, là, c'est un moindre mal dans le sens c'est pas la fin du monde. Là, il y a pire. Là, puis c'est déjà un immense privilège de travailler. Puis c'est un immense privilège de travailler en ce moment. Ouais. Mets ton masque, man, mets tes petites lunettes, mets ta palette, je sais pas quoi. Puis, mets ton loup. Oui, c'est ça, mets ton petit loup. Exact. Avec le loup, là, de... Donc, on avait soit des lunettes, là, comme des genres de lunettes de protection, ou soit une espèce de palette de même, là, pas très chic et très gossante. Ouais. Puis là, tu l'enlèves au moment de tourner. C'est ça. Parce que les règles, c'est que tu as le droit à 15 minutes d'exposition, pas de protection par jour, je pense. Ouais. Fait que là, tu as quelqu'un... Il y a un spécialiste. C'est une nouvelle job, là, le spécialiste COVID. Là. Hey, man. Oui. C'est le plateau. C'est gossant, c'est lourd. Puis moi, je suis très étourdi aussi. Là, j'oublie mon masque 2 fois par jour. Fait que là, je dois être un peu vigilant par rapport à ça. Mais check, on l'a fait. Puis tu sais quoi, c'est pas si pire que ça. C'est gossant, mais c'est pas si pire que ça. Ça sort quand, ça, tu sais-tu? En janvier, je pense, sur Nouveau. OK. Puis ton projet, t'as-tu un projet fantasme là, en ce moment? T'as-tu un... Ah mon Dieu, j'en ai 25. Ouais? Ouais. Je suis en train de finir, je pense, j'espère, So Help Me God, l'écriture d'un film. OK. Mais mon Dieu, si tu savais là, le dossier. Moi, sais-tu à quoi je rêve? Est-ce que je peux te dire ça? Je rêve de créer un feuilleton, une série de fiction, une comédie live. OK. On tourne, chaque semaine, plus ou moins, oui, un épisode. Mettons, le vendredi soir, on tourne une comédie live. OK. Ça, c'est mon projet fantasme. Live étant live to tape, un peu comme ça. Live. Genre live à la télé, là. Oui, monsieur. OK. Ah ouais, hein? Ah, c'est intéressant, ça. C'est pas fou pantoute. C'est complètement fou, mais ça, c'est mon... Tu me dis, c'est quoi ton fantasme? C'est ça. Ouais. C'est quoi qui t'attire là-dedans? C'est quoi? C'est-tu de l'adrénaline du live? Oui, le danger de ça, le côté incongru de cette expérience-là, la nature, un peu, je sais pas comment dire ça, biscornue. Puis, moi, ce que j'aime, c'est inventer des affaires. Mais là, ça, il n'y a comme pas tant de précédents. Mm-hmm. Fait que je suis comme, man, moi, je serais curieux d'inventer
la méthode pour le produire. Il faut tout que tu réinventes ton médium. La prod, la réalisation, l'écriture, les répètes, l'interprétation, c'est une nouvelle chose. Et ça m'excite énormément. C'est une bonne idée, honnêtement. C'est une super bonne idée parce que, honnêtement, le défi, je pense que tu avais travaillé sur Saturday Night Live. Ouais. Puis, tu sais, de rythmer live à télévision alors que tu es en compétition contre des shows qui ont été montés pour avoir un rythme tight, c'est difficile à rendre. Là. Il est là le défi. Là. Tout est compliqué. Ouais. Et tout est à réinventer. Tout ça. Puis c'est ça qui me... Ouais. Très nice. Ben, on va te le souhaiter, man. Hey, merci beaucoup. Es-tu content finalement d'avoir accepté de le faire? Je suis gêné d'avoir accepté de le faire. Pourquoi t'es gêné? C'est super intéressant. J'étais ressorti grandi de la discussion qu'on avait eue avec Judy Stamp il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Puis encore une fois, ça a été merveilleux de te jaser. Je parlais avec Sébastien Mathieu, que j'avais invité, notre ami commun. Seb, il veut pas faire ça, Seb. Seb, il veut pas faire des podcasts. Il veut pas faire des podcasts. Puis je le comprends. Quel être humain merveilleux. Moi, je l'aime d'amour. Puis il me parlait des dragons de l'intranet, de l'intraterre. Je sais pas si cette vidéo extraordinaire. Si vous n'avez pas vu ça, allez écouter les dragons de l'intraterre. Ouais. On a écouté ça ensemble et je hurlais de rire. C'est fascinant. Pour mettre les gens en contexte, là, c'est deux... je pense que le terme scientifique, c'est deux coucous. Non, le terme... C'est ça le terme scientifique. C'est des coucous qui sont dans l'ésotérisme, mais poussés loin et qui s'adressent à la caméra. Il se connecte avec les dragons de l'intraterre. Et il y a un bébé derrière dans la scène. Puis les autres, ils font un live d'une demi-heure à peu près où ils parlent. Ils font parler les dragons à travers eux. Il y a le gars à côté qui mumble l'espèce de langue asiatique clairement improvisée, là, et sa blonde qui traduit à côté ce que les dragons de l'intraterre veulent dire avec tout ça. Ça s'invente. Et whack du cul, man, là, c'est... Ça sent la misère humaine, esti, là, quand j'écoute ça dans mon bureau, là. Que c'est fucking space patate, les amis, là. Trouvez-vous un hobby, les chums, là. Achetez-vous un pédalo, là, c'est... Je veux dire, j'aurais voulu écrire ça, puis j'aurais fait « Je pars où, man? Où est-ce que je regarde ça, là? » Oui, monsieur. C'est l'univers qui est construit autour de ça. Fait que je vais mettre le lien en dessous de la vidéo pour que les gens puissent aller donner de l'amour. Puis donner de l'amour en dessous de la vidéo. Là. Allez pas écrivez pas des insultes. Là. Non. Genre, envoyez juste de la beauté puis communiquer. Envoyez de l'amour aux dragons de l'intraterre. Ça va faire du bien à tout le monde. Ils vont pouvoir se calmer et arrêter de vouloir jouer un peu. Ah, c'était merveilleux. Bref, hey, merci Guillaume. Ça a été un plaisir de te jaser, honnêtement. Avec plaisir. T'as bien fait d'accepter. Je suis bien heureux. C'est un excellent épisode. Fait que bonne chance dans tout ce que tu fais. Honnêtement, t'as une belle philosophie de vie. C'est toujours un plaisir. Ben, tant mieux. On ira prendre une marche, là, Saint-Laurent, à 2 mètres. On ira à la librairie que tu m'as parlé, là. Puis oui, mais ça, on part de tête, mon gars. C'est mon repère. Ouais. Oui, il y a la librairie Z dans Schlaga que j'aime bien. Ah, aussi, man! Librairie Z, c'est bon, là. Ouais. Je veux dire, c'est parfait, là. Il faut que j'aille acheter Far Out 3, qui est une création d'ici, Olivier Carpentier. Ouais. C'est super, super bon. Les gars viennent de sortir le 3e. Je vais aller acheter ça, justement. Mais bref. Ouais, Z, c'est super. Ouais. Fait qu'on se garde occupé. Continue de faire des belles affaires. Ça te va bien. C'était un plaisir de te jaser.